Bonjour. Notre invité d'aujourd'hui n'est pas un bagarreur. C'est un gentleman. Courtois, tout en retenue, il force le respect. C'est aussi un opposant de longue date, sans faire de vagues, ni de compromis non plus avec les régimes de Bourguiba et de Ben Ali. C'est seulement après la Révolution qu'il troque contre l'habit de l'opposant le costume du pouvoir, traversant alors la furieuse tourmente qui soulevait la Constituante jour après jour, avec pour bagage une grande expérience politique et un sang-froid légendaire. Violemment critiqué tout au long de ces années agitées et fondatrices de la Deuxième République, on s'accorde à dire aujourd'hui qu'il a fait ce qu'il a cru être utile pour le pays. Mostafa Ben Jafr, merci d'avoir accepté l'invitation de la presse. Il n'y a vraiment pas de quoi. Moi aussi, je suis tout à fait satisfait de pouvoir parler à ce journal que je connais depuis belle lurette et qui a suivi toute l'histoire de la Tunisie. C'est nous qui vous remercions. Donc, si vous êtes un grand homme politique, vous êtes également un témoin privilégié, avisé, si on vous demandait d'analyser la situation politique actuelle dans le pays. Bon, la situation politique, je crois que tout le monde convient qu'elle est préoccupante. Sur le plan économique, c'est sûr, c'est évident. Sur le plan social, il y a une forte grogne. La situation nécessite des solutions urgentes sur la question économique et sociale. Donc, est-ce que vous pensez que le système politique dans sa globalité, avec le régime politique, l'organisation socio-économique, donc ce système a-t-il atteint ses limites d'après vous? Moi, je pense qu'il faut d'abord, qu'est-ce qu'on entend par système? Un système politique, c'est l'organisation politique, il y a beaucoup de choses à dire. C'est le régime politique, c'est une deuxième question. Bon, pour le système politique, tout le monde voit surtout les symptômes, malheureusement. On ne va pas souvent chercher le fond du problème. Et les symptômes sont là. Il suffit de regarder les délibérations de l'Assemblée des représentants du peuple pour voir que réellement on a totalement dévié avec du tourisme, ou ce qu'on appelle le tourisme entre partis, le tourisme entre groupes parlementaires. Le nomadisme parlementaire. Oui. Là, on voit effectivement qu'il y a des failles, mais malheureusement, on s'arrête souvent au diagnostic, aux apparences, alors que les causes sont évidentes pour moi, en tout cas, c'est que nous avons un peu raté l'organisation politique de l'espace. Justement, quelles sont les occasions ratées? Ce n'est pas des occasions, c'est une démarche générale. Il est vrai que lors de la première étape qui a suivi le départ du dictateur et surtout l'organisation des élections de l'ANC, de l'Assemblée nationale constituante, nous étions surtout préoccupés par la question de la Constitution, pour laquelle nous avons été élus. Et évidemment, tout le reste, à commencer par la situation socio-économique, on l'a traité un peu comme une affaire courante, on a essayé de pallier au plus pressé, mais on n'a pas eu le temps, d'une part, et peut-être pas la possibilité de faire de véritables réformes. La période était courte, on ne savait pas exactement quand elle allait se terminer, et donc on a négligé cet aspect. L'autre aspect qu'on a négligé, c'est la question des lois sur le parti et la question relevant de la loi électorale. Ces deux questions auraient dû être traitées dès que s'est installé un gouvernement de stabilité. Je pense à partir de 2014. Là, il y avait un mandat de 5 ans, il y avait une nouvelle majorité qui a été dégagée par les électeurs, et je pensais, en tout cas,
j'espérais que, d'une part, on allait mettre en place les différentes institutions prévues par la Constitution, et vous savez que, malheureusement, à ce jour, rien, absolument rien n'a été fait, et réviser la loi électorale, qui était, à mon avis, tout à fait adaptée à la première phase, puisqu'il fallait rédiger une constitution. Mais totalement décalée par rapport à la deuxième. Aujourd'hui, elle est décalée, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire quelque chose de tout à fait consensuel, on n'en sortirait jamais à ce moment-là, comme c'était le cas pour la Constitution, mais d'engager des réformes, de faire des choix politiques, socio-économiques, qui ne peuvent pas être unanimement adoptés. Il y a toujours une majorité et une minorité, des gens qui sont à la gestion des affaires et ceux qui s'y opposent. Donc la nature aurait voulu qu'on révise la loi électorale dans le sens d'une plus grande stabilité pour éviter justement ce que nous vivons aujourd'hui, cet éclatement Pardon, vous pensez que les maux dont la Tunisie souffre en ce moment ne sont pas dus à la période constituante et au contenu de la Constitution, avec ses différents articles et chapitres, mais à la période, le mandat qui a succédé, qui a failli à ces rendez-vous, c'est ça? Je pense que c'est évident. Qu'est-ce qu'on a fait à la première période? On a fait une Constitution qui a été... Pas seulement. Cette Constitution, cette constituante a été élue pour écrire une Constitution. Elle s'est mise à légiférer et à contrôler les différents gouvernements, avec à la clé beaucoup de temps perdu, vous le savez. Je le sais très bien, mais de toutes les manières, ce qui est absolument certain, si on revient à ce contexte-là, je vois mal l'opposition du moment, qui était une opposition tout à fait énergique, dynamique, parfois virulente, je ne la vois pas du tout accepter de laisser libre cours et la bride tout à fait lâchée à un gouvernement qui était le gouvernement de la Troïka. Et on a vu au cours des débats au sein de l'Assemblée nationale constituante, les séances de débat avec le Parlement, qui est ce qui est à l'origine de tout ce temps perdu, les questions écrites et les questions orales, toutes les manœuvres qui ont été faites, et c'est de bonne guerre par l'opposition pour justement ralentir l'activité et de l'Assemblée et du gouvernement, donc la perte de temps n'est pas due au débat consacré à la Constitution elle-même, ils sont dus en partie à ces débats-là de contestation menés très souvent à l'initiative de l'opposition et si je veux résumer, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir une constitution au bout d'un an et en même temps contrôler d'une manière pointue. Non, ce n'est pas possible. Voilà, ça n'était pas possible. Peut-être que dans d'autres expériences, il y a eu le choix où l'Assemblée constituante ne faisait que la Constitution, mais je ne pense pas du tout que l'opposition à l'époque aurait accepté de vivre un peu dans le climat qu'on a vécu en 2011, où on laissait au président de la République intérimaire la possibilité d'agir par décret et au gouvernement de décider, alors qu'il n'a ni Parlement pour le contrôler, ni aucune assemblée pour lui dire ceci est bon et ceci est mauvais. Il faut, pour être objectif et réellement honnête, accepter que le temps qu'on a passé à débattre de la Constitution fait que cette Constitution a cette originalité, peut-être cette singularité qu'elle a été discutée partout, entre toutes les catégories sociales, on a été dans toutes les circonscriptions. Les travaux des commissions, les experts nationaux et internationaux, c'est réellement une constitution consensuelle et vous vous rappelez bien que le 27 janvier, 200 sur 216 l'ont adopté. Donc les failles structurelles généralisées dans tous les domaines dont souffre la Tunisie en ce moment ne sont pas dues à des clauses qui ont failli dans la Constitution ou des clauses qui ne sont pas adaptées à la réalité tunisienne,
mais d'après vous, elles sont dues au mandat qui a succédé et qui n'a pas honoré ses engagements. Vous résumez bien ma pensée, et ça n'est pas uniquement une idée lancée en l'air, c'est une réalité. Aujourd'hui, on critique, et c'est tout à fait légitime, la Constitution, certaines de ses clauses, ce qu'on considère des lacunes au niveau de la rédaction, tout cela est acceptable, il n'y a pas de problème. Il y a des spécialistes qui connaissent la matière et qui ont des propositions éventuelles pour certains amendements. Mais ce que je refuse, c'est deux choses. La première, c'est qu'on mette sur le dos de la Constitution tous les problèmes vécus au cours du mandat 2014-2019, et là... Et a fortiori... Non, mais là, on peut parler pendant des heures, l'éclatement de l'idée, l'absence de majorité cohérente, l'absence de programme. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont fait de la gestion des affaires courantes. Il n'y avait absolument aucune réforme de structure qui a été avancée. Alors, non seulement on ne s'est pas occupé d'une manière rationnelle des questions économiques et sociales, qui était l'urgence, parce que la révolution a été faite essentiellement pour cela, mais on n'a même pas consolidé les institutions prévues par la Constitution. Pourquoi, d'après vous ? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas... Comment expliquez-vous qu'on arrive 5 ans après, maintenant 6 ans, qu'on n'arrive pas à mettre en place la Cour constitutionnelle, qui est un pivot essentiel du système démocratique? Parce que la Cour constitutionnelle, permettez-moi, monsieur le président de la Constituante, elle est faite de façon à ce que les partis, le président et plusieurs parties prenantes choisissent les membres de cette Cour constitutionnelle, et il n'y a pas eu de consensus. Donc, à la base, le texte qui est écrit pour organiser la mise en place de la Cour constitutionnelle, peut-être qu'il comporte en lui-même les origines de son échec. Il ne s'agit pas d'échec, il s'agit de mauvaise volonté d'aller jusqu'au bout. La meilleure preuve, c'est que lorsqu'on avait entamé la période électorale pour la Cour constitutionnelle, on est arrivé à passer un candidat qui était proposé aux surprises par Nidal. C'est le seul candidat qui a pu avoir les 2 tiers. Et la question des 2 tiers, c'est pour justement garantir la neutralité. Très bien, ce qui a induit à la situation actuelle, les Tunisiens ont l'impression d'être enlisés dans une impasse à la fois politique, mais également socio-économique, avec cette désagréable impression que le pays n'est pas tenu, le pays n'est pas gouverné, avec ce découpage donc, entre les 2 têtes de l'exécutif et la Chambre, les responsabilités s'éparpillent et se dispersent. Il y a des choses qui sont dues au comportement des hommes et des femmes, bien sûr, mais au comportement des responsables. Ça, aucun texte, quel qu'il soit, même s'il est parfait ou quasi parfait, ne peut résoudre ces problèmes-là. Il s'agit d'éthique, il s'agit de valeurs, de convictions intimes de ces personnes-là, d'itinéraires. Les gens arrivent à la responsabilité sans avoir aucun passage d'une manière graduée dans les responsabilités. Et donc, là, malheureusement, ça ne peut se corriger que par un travail de longue haleine, pédagogique, de formation, d'encadrement. Ça prend du temps. Et il y a le côté sur lequel, évidemment, on ne peut pas déroger, c'est l'organisation. Aujourd'hui, avec quoi on fait la démocratie? On l'a fait avec des démocrates. Ils mettent du temps. On ne n'est pas démocrate, on le devient par la pratique et par la conviction, comme je le disais. Mais il faut aussi des partis démocratiques. Aujourd'hui, sur les 228, donnez-moi la liste d'une dizaine de partis, pas plus, qui fonctionnent d'une manière démocratique en leur sein, qui ont organisé leur congrès, qui ont élu leur direction, qui ont un financement transparent et qui rendent compte de leur activité et qui sont contrôlés par l'État. Ça ne dépasse pas le nombre des doigts d'une main.
Avec cela, quel est le résultat? C'est qu'on a des partis fast-food, des gens qui passent d'un parti à l'autre du matin dans l'après-midi, qui passent d'un groupe électoral pour y revenir parce que entre-temps, monsieur s'est querellé avec monsieur ou madame, et cette situation, c'est un vrai chaos. Comment voulez-vous, avec des partis qui ne sont pas des partis, constituer une majorité et une majorité autour d'un programme? Il y a des mouvements sociaux dans les régions. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Les mouvements sociaux, les gens revendiquent. Revendications que l'État n'arrive pas à satisfaire. C'est deux volets. Le droit à la contestation, parce qu'on ne voit rien venir. C'est vrai que les attentes étaient très fortes au lendemain de la Révolution, mais on n'a même pas vu un début de solution des problèmes du chômage, des disparités entre les régions, des inégalités sociales en général. On n'a rien vu. Et on n'a rien vu parce qu'on s'est contenté de rester dans le confort et de gérer les affaires courantes. Et si on continue, la situation va empirer. Aujourd'hui, le pays a besoin d'un choc salutaire, d'engager des réformes qui ne donneront pas des résultats immédiats. Il y a des choses qu'il faut faire en urgence, parce qu'il y a des échéances financières avec les instances internationales, parce que nous avons atteint un niveau d'endettement qui menace même notre souveraineté nationale et notre décision nationale. Qui est en mesure de prendre des décisions aussi importantes? Qui? De toutes les manières. Les prérogatives de chacun sont très limitées, vous le savez. Aussi bien de celles du président de la République que celle du chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, il a besoin d'être appuyé par une majorité parlementaire. Oui, c'est normal. Les prérogatives du président sont limitées. Qui est en mesure d'apporter des réformes profondes dans ce pays? Je ne suis pas du tout d'accord avec... Expliquez-moi. Non, le président de la République a des possibilités énormes. Moi, j'ai souvenir d'un article qui a été fait par le professeur Sadr Belaïd sur 3 ou 4 pages. Il n'a pas fait 2 ou 3 phrases où il explique, mais dans les détails, d'une manière technique, précise. C'est un spécialiste, évidemment. Il explique que, au contraire, le président de la République a beaucoup de possibilités pour intervenir. Vous pensez qu'en l'état actuel des choses, il a la possibilité d'intervenir? Aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, il a quand même élu au suffrage universel et il dispose de plus de 70%. D'une légitimité populaire incontestable. Incontestable. Et au-dessus des partis, il n'appartient à aucun parti. Il n'a pas de groupe parlementaire avec lequel il peut intervenir et jouer et influencer. Il est exactement dans la place où a voulu le mettre la Constitution. Il est en mesure, le président de la République, Samahni, d'apporter des réformes économiques, par exemple? Ça n'est pas son rôle, mais de toutes les manières, mais c'est de ça dont a besoin le pays, ce sont des réformes socio-économiques. Le besoin a besoin de solutions. Ces solutions peuvent venir du chef de l'exécutif, du chef de l'administration, de celui qui est justement comptable devant le Parlement élu lui aussi par le peuple tunisien. C'est le chef du gouvernement qui est censé faire et engager les réformes, mais le président de la République, comme l'a voulu la Constitution, est un arbitre. Il peut intervenir lorsqu'il voit qu'il y a des défaillances, que les rôles ne sont pas exécutés comme il se devrait. Il peut alerter, et fort de cette notoriété publique et populaire, il a son poids et son mot à dire. Et là, moi je pense plus que jamais que c'est à lui d'intervenir, et le temps presse. Le temps réellement presse. Ce n'est pas pour que lui apporte la solution, mais qu'il pousse intervenir dans quel cadre? Intervenir concrètement pour assainir le climat. Maintenant, ce qui est aujourd'hui... une proposition ou deux pour qu'on comprenne. Intervenir dans quel sens? Non, intervenir maintenant, il est sollicité pour initier un éventuel dialogue national. Oui. Et je pense que c'est une formule. La proposition de l'UGTT actuellement me semble tout à fait pertinente, sans confondre entre les deux situations actuelles et celle qui a prévalu en 2013. Moi, je pense que c'est une voie qui va nous permettre
d'abord de pallier au plus pressé. Le plus pressé, c'est les échéances économiques et financières, mais surtout, ne pas nous contenter de cela, parce que si on ne fait que cela, on peut avoir un petit souffle. Une bouffée d'oxygène. Voilà, une petite bouffée d'oxygène, mais si on ne s'attaque pas tout de suite, aux causes fondamentales de ce blocage. Vous avez parlé de paralysie, c'est une véritable paralysie politique, c'est-à-dire la loi électorale, qu'il ne faut pas attendre jusqu'à la veille des prochaines élections pour essayer de la tripatouiller. Il faut la discuter d'une manière apaisée, d'une manière sereine, voir tous les aspects de la loi électorale. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir une majorité stable. Il s'agit de redonner vie à la vie politique et de redonner un sens à la vie politique. Et l'autre chose, c'est que les partis soient contrôlés par l'État et par l'administration pour qu'ils fonctionnent d'une manière démocratique et qu'on assure un minimum de financement public. Il faut absolument assainir la vie des partis. Aujourd'hui, nous avons des partis fictifs, ce que j'ai appelé peut-être méchamment les partis fast-food. 228 partis en Tunisie, on n'est pas capable d'aligner le nom d'une dizaine et on ne sait pas où ils sont. Il y a eu une petite tentative pour les identifier, pour avoir éventuellement une communication, des lettres, des correspondances. Il y a au grand maximum une trentaine qui ont répondu. Ce qui ne veut pas dire que les 30 fonctionnent d'une manière tout à fait normale. Bien, vous avez parlé des partis politiques, on aimerait connaître quel est le sort du vôtre, le parti Takatl. Est-ce qu'il est dissous? Est-ce qu'il est toujours actif? Parlez-nous de Takatl. Oui, il est toujours actif. Il n'est pas le seul à avoir subi un peu presque un coup de cataclysme aux dernières élections de 2014. Aux élections de 2014 et de 2019, parce que les choses n'ont pas changé, je pense tout de même que ces partis de la résistance méritent tout le respect. Ils traversent une passe difficile. Cette passe difficile est due, encore une fois, à deux raisons principales, ce qui n'écarte pas leur responsabilité, en tout cas leur part de responsabilité. Mais deux choses qui expliquent un peu la situation dans laquelle nous vivons actuellement, c'est la très forte polarisation du débat politique sur la question identitaire. La question identitaire est une question constante dans toutes les sociétés où il y a des courants conservateurs contre des courants sécularistes ou progressistes. C'est un débat permanent. Mais malheureusement, en Tunisie, la focalisation excessive a fait qu'on a abouti à une fracture. Et cette fracture a conduit évidemment à ce qu'on a appelé à l'époque le vote utile, mais qui n'a été utile que pour ceux qui ont gagné, et qui a laminé toutes les forces du centre, toutes les forces de gauche, toutes les forces démocratiques, toutes les forces qui ont résisté à la dictature avant la Révolution. Je vous propose une autre lecture, vous allez me donner votre avis. Alors, le socialisme ou encore le courant social-démocrate avec ses valeurs et sa vision du monde que vous avez toujours défendu, a-t-il été évincé par un courant très à la mode, à savoir le populisme, que ce soit en Tunisie ou dans le monde? La réponse est oui, c'est affirmatif, comme dirait le général, affirmatif. C'est vrai qu'un peu partout dans le monde, aujourd'hui, on a vu que la montée des populismes a fait pour principale victime les partis de gauche, c'est-à-dire les partis programmatiques, ceux qui veulent réformer, ceux qui veulent s'adresser surtout à la raison, à la rationalité. Ils ont fait les frais de cette montée du populisme qui a versé parfois dans certaines expériences dans la xénophobie, dans le racisme. La crise migratoire a aussi été à l'origine du développement de ces populismes. Mais les populismes chez nous sont variés. Il y a le populisme
qui même se réfère à la révolution. Il y a le populisme contre-révolutionnaire qui veut tout effacer, tout gommer, ni révolution, ni constitution, il faut tout balayer, ni Rwandais, ni Azlem, ni rien du tout. Et il y a le populisme, je dirais, mafieux, excusez-moi du terme, qui joue sur la pauvreté, sur la précarité et qui glane des voix à force d'argent dont on ignore l'origine. La provenance. Tout cela, évidemment, perturbe et déstabilise l'ensemble du paysage politique. C'est des questions fondamentales qu'il faut traiter, mais aujourd'hui, le monde a vécu une crise unique avec la pandémie Covid. Et qui a renforcé, d'après vous, le populisme ou pas? Elle a montré, elle a dénudé, elle a mis à nu toutes les failles du néolibéralisme. Elle a montré les inégalités qui sont à l'origine de catastrophes un peu partout dans le monde, bien entendu dans les pays pauvres et sous-développés, mais même dans les pays riches. Même dans les pays riches. Et là où on a plus ou moins pu colmater les brèches, c'est là où l'État a repris son rôle de stratège, ou a conduit les opérations, a mobilisé les forces pour pallier aussi bien à la crise économique et à la crise sanitaire. Donc, vous appelez au renforcement du rôle de l'État en Tunisie? Bien entendu. Des moyens aussi limités, pour ne pas dire que c'est l'expression que je répète toujours, les caisses vides. Bien sûr, les caisses sont vides, on connaît un petit peu comment ça s'est produit, on en parlait. Quand on gère les affaires courantes pendant 10 ans, comment voulez-vous que les caisses soient renflouées? Il n'y a aucune réforme de fond qui a été faite, alors que le pays avait besoin de réformes. Même le modèle économique et social du temps de Ben Ali s'est essoufflé de l'avis de tous les économistes. On avait un peu d'argent dans les caisses, c'est vrai, mais même si on était dans une situation apparemment stabilisée, la répartition était inéquitable. Et le résultat, ça a été une révolution, elle n'est pas venue de rien. Donc aujourd'hui, il faut s'attaquer à ces questions de fond, mais pour rouler, il faut une voiture qui marche et de l'essence. Président de la Constituante, on remonte un peu le temps, un certain 6 août 2013, vous prenez une décision unilatérale peut-être de suspendre les travaux de la Constituante, un acte courageux qualifié par les uns, une décision historique qualifiée par les autres, mais un grand moment de solitude. Racontez-nous cette journée. Écoutez, je suis ravi que vous utilisiez tous ces épithètes qui font chaud au cœur, mais je ne les ai pas beaucoup entendus dans les médias. En voilà une occasion. Et des hommes politiques. C'est vrai que c'était un moment très très particulier. On venait de perdre un deuxième leader politique assassiné, qui plus est notre collègue qui était avec nous. Moi, j'étais à côté de ces Mohamed Brahmi dans une commission, la commission de tri, je crois, pour les membres de l'ISI à l'époque. On a passé des séances entières l'un à côté de l'autre, et c'était, contrairement à l'image qu'il a laissée, quelqu'un de très doux en termes de relations, qui était porté vers le compromis et qui réellement a contribué à trouver ces compromis. Donc réellement, j'étais personnellement touché. D'ailleurs, ça s'est vu sur quand on m'a appris quand je venais de quitter la séance de célébration de l'anniversaire de la fête de la République. De la République, effectivement. Et donc, j'étais encore sous le choc, mais je voyais venir quelque chose de plus grave pour la Tunisie. Évidemment, l'ombre de l'insurrection égyptienne planait, comme vous dites, et je craignais le pire pour le pays. Vous avez parlé de solitude, j'étais seul avec ma conscience, en quelque sorte. Le temps pressé aussi, le 6 août, c'était la conjonction entre deux anniversaires.
l'anniversaire de l'assassinat de Chokri Belaïd, réalisateur. Donc les gens étaient réellement chauffés à chaud, très mobilisés, d'un côté comme de l'autre, avec des barbelés qui séparaient les deux groupes. Donc tout pouvait arriver. Et mon premier réflexe, c'était d'arrêter cela, d'éviter que l'incendie ne se déclare. Bien sûr, avec la réflexion, j'ai pensé à d'autres objectifs à atteindre. Le retour au dialogue, qui était complètement paralysé à l'époque, le dialogue national, et la Constitution pour laquelle nous étions élus. Comme je le disais tout à l'heure, on pouvait continuer comme si de rien n'était et adopter une Constitution par une majorité et ne pas tenir compte de ceux qui ont quitté, parce qu'il y avait plus d'une cinquantaine de députés qui ont quitté carrément l'Assemblée, qui ont participé au sit-in d'Arahil, ou au contraire prendre le temps, encore une fois la question du temps, parce que ça prend du temps de discuter avec les gens, de les convaincre qu'il y a d'autres voies, rechercher le consensus, le compromis. Et j'ai pris ces décisions, le temps pressé, je ne pouvais pas consulter, et je me demande même si la consultation était possible, vu les avis contradictoires, comment trouver un consensus autour d'une décision qui forcément lésait les uns. Une décision clivante. Elle était décision clivante, mais vous remarquerez que j'ai choisi vraiment très, très patiemment le terme de suspension, oui, qui a été interprété comme une dissolution par les uns et comme une trahison par les autres. Mais j'ai pris mes responsabilités, j'ai annoncé la suspension, on a repris les travaux même pas un mois après, progressivement. Et presque sur de nouvelles bases. Cette décision a joué fortement pour la suite des événements. En tout cas, l'incendie ne s'est pas déclaré, oui, ça c'est un fait. La situation s'est apaisée en 48 heures ou 3 jours. Oui. Et évidemment, ça a pris un peu plus de temps, la reprise du dialogue. J'ai fait le tour de tous les responsables pour discuter avec eux, les convaincre qu'il n'y a pas d'autre voie. Voilà. Quel est votre avis sur ce qui semble être un ratage par un de vos lieutenants ou un des dirigeants du parti Takatel, en l'occurrence Silyes Farfer? Vous avez parlé de ratage de Farfer? Pas du tout. Moi je parle d'un mandat de chef de gouvernement. Un mandat qui a été écourté. Oui. Un mandat qui a été écourté. C'est plus fort qu'écourté, c'est 4 mois. C'est un acte qui a été incisé. Ben justement. Oui, alors, pour des raisons que vous considérez non objectives, le conflit d'intérêts, non? Non, le conflit d'intérêts, bon, maintenant c'est une affaire qui est devant la justice, on laisse la justice dire son mot. La justice va personnellement, à titre personnel et intime, je crois à l'intégrité de Silyes Farfer, que j'ai connu pendant des années, qui était avec moi autour de la table, qui discutait avec sa franchise coutumière, son ton direct, qui ne ménage personne, même au sein de la direction de Takatel. Mais il faut là aussi revenir au contexte. Silyes Farfer est arrivé là où il est arrivé par un concours de circonstances que personne ne pouvait prévoir. Vous avez fait le lien entre lui et Takatel. Takatel n'est pour rien dans ce fait qu'il soit arrivé à la tête. Non. Une hypothèse, je me suis dit, s'il était resté, peut-être qu'il avait choisi comme ministre une autre très en vue de Takatel, Madame Blajelibi. On reste toujours attaché à l'écume des choses, à tout ce qui est apparent, et on oublie, il partait dès le départ avec un lourd handicap. Parce qu'il n'avait pas d'assise politique qui soit solidaire, totalement solidaire avec lui au sein du Parlement. C'est pour ça que je te parle de concours de circonstances. Arrivé là où il est, qu'est-ce qu'il a fait? À mon avis, une démarche presque exemplaire. Il a défini un programme, il a organisé et mis en place une équipe sur la base du programme. Ils ont signé, c'est la première fois, c'est un fait unique dans l'histoire de la Tunisie, que des gens rentrent au gouvernement et se présentent pour demander la confiance du Parlement avec un document signé.
Et écoutez, la démarche est saine. Et puis il a eu une pandémie qui a bousculé la vie dans le monde entier. Oui, et il a géré cette pandémie d'une manière. Écoutez, quand il est parti, il y avait 0 mort en Tunisie. Et malheureusement, cet élan a été coupé. Il a été coupé à cause de calculs politiciens, je dirais, pour donc ne pas vous considérez l'affaire montée de toutes pièces il est évident qu'il y avait... Regardez là où on est. Les gens n'ont pas pris la véritable mesure encore de l'intérêt général. Je vous dis, sur le fond, laissons la justice faire son rôle et j'espère qu'elle le fera d'une manière sereine. Mais on ne casse pas un gouvernement sur des soupçons. C'est pas possible. Mais malheureusement, le premier parti de l'Assemblée a voulu peut-être quelqu'un de soumis. Le premier parti de l'Assemblée, nommez-le. Donc le parti... Oui, là, bien sûr. Oui. Ils ont probablement voulu quelqu'un de plus souple et plus facile à manier. Or, Lies Farfer, ils le connaissent d'ailleurs, parce qu'il a quand même des antécédents au ministère de l'économie et au ministère du tourisme, où il a fait de l'excellent travail dans les deux. Ça aussi, ça a plaidé pour lui. Mais au lieu de cela, on n'a pas pris la mesure de cette fracture, parce qu'il s'agit d'une fracture. On avait déjà, et puis il est venu parce que Ennahda n'a pas réussi à mettre en place son candidat. Donc réellement, c'est un concours de circonstances qui avait ouvert une petite fenêtre, mais ça c'est ma vision. Peut-être que je suis un peu trop sympathisant. On a voulu lui mettre les bâtons dans les roues, on n'a pas voulu qu'il réussisse ou alors non, il commençait peut-être à toucher... À déranger, à déranger, oui, à toucher des sujets et des dossiers brûlants. Alors, on a pratiquement fait le tour de la question. Voulez-vous évoquer quelque chose qu'on n'a pas dit, ce qui vous semble important, le mot de la fin? Moi, je crois que la Tunisie a tous les atouts pour réussir, malgré justement cette mauvaise passe qu'elle traverse. Et aidons-nous, peut-être que le ciel nous aidera, et les amis qui croient en la Tunisie. Parce que la réussite de l'exemple tunisien... Qui se réduisent, les amis qui croient à la Tunisie. Non, on ne sait pas. Fait savoir par plusieurs canaux. Ils ne se réduisent pas, ils ne comprennent pas. Et personne n'est là pour leur expliquer. Et pour leur expliquer, il faut être convaincu. Il faut avoir la volonté politique. La Tunisie a des atouts. Aujourd'hui, elle est le seul exemple dans le monde arabe, et même dans la région, d'un pays où souffle la liberté, et j'espère pour toujours. Sur ces mots absolument qui donnent de l'espoir, je vous remercie ici, Moustapha Ben Jafr, d'avoir accepté encore une fois l'invitation de la presse et de nous avoir reçus dans votre bureau. Merci encore une fois. Quant à moi, ainsi prend fin la conversation de ce jour. Je vous donne rendez-vous مع محادثات جديدة عن قريب إن شاء الله.